Pas mal ça. Vous entendez bien? Oui. Ok, ok. Alors, bon, on est là avec l'association Association sans nom, à la base, pour vous présenter un peu les différentes parties de la sécurité informatique. Un vote a été fait sur le forum et les gens ont demandé d'avoir une présentation globale, pas axée vraiment sur une partie de la sécu vraiment précise. Donc, moi, mon but, c'est pas de rentrer dans le détail. Ça veut dire que je vais essayer de donner un exemple et sur chaque partie pour vous faire un peu comprendre de quoi ça peut parler, quelles sont les utilités et en quoi ça peut impacter l'informatique de tous les jours. Donc, du coup, pour le technique, il y aura un peu de technique, il y aura des exemples, il y aura une démo aussi. Il y aura aussi des petits challenges que je ne résoudrai pas devant vous, mais que vous pourrez faire après pour vous amuser. Mais mon but, c'est vraiment vous donner des clés pour comprendre un peu le monde de l'informatique et pas forcément sortir de la salle avec déjà des préjugés qui existaient avant. C'est-à-dire vraiment vous expliquer comment ça marche dans l'heure actuelle, comment c'est utilisé dans le monde et la configuration globale. Donc, pour commencer une présentation assez rapide, moi je travaille, enfin je suis actuellement en formation dans le malware. Ça veut dire que je me suis intéressé à cette branche-là par rapport à du web ou par rapport à d'autres types de sécu parce que ça m'intéressait, parce que je voyais pas mal de possibilités, parce que c'est un truc qui est assez redondant dans notre époque et on peut tomber très, très souvent sur différents types d'attaques, différents types d'analyses de malware. Donc, moi je suis étudiant en 2014 à 42, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas. J'ai commencé la Sécu Info il y a à peu près un an et demi, c'est-à-dire au milieu de ma première année. Alors que j'avais commencé à faire un peu toutes les branches, et histoire de voir si l'infographie ça pouvait m'intéresser ou si j'étais plus intéressé par l'Unix ou l'algorithmie. Et j'ai découvert un peu par hasard la Sécu Info avec les projets RootMe que certains connaissent et certains ne connaissent pas et que je vais présenter après. Et ça m'a vraiment passionné. Je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans. Et l'avantage de ces plateformes-là que je veux dire après, c'est qu'on peut toucher à plein de domaines dans la sécurité informatique et vraiment apprendre énormément de choses et devenir assez polyvalent. Donc, une question à ouvrir, donc quels sont les enjeux? Donc, non seulement avec tous les domaines que je vais présenter ensuite avec Anthony et à quoi ça peut servir. Donc, on va essayer d'y reprendre tout au long de la conférence. Et ensuite, voilà, quels sont vraiment les dangers de la sécurité informatique, comment les contrer et dans quel domaine elles peuvent s'appliquer. Ça veut dire qu'il y aura, sans parler des données confidentielles, ça va peut-être ne pas toucher certaines parties des sécu que je vais présenter, mais ça va en toucher d'autres et je vais donner des exemples comment les contrer et comment les prévenir et comment travailler dessus. Bon, c'est histoire de connaître un peu les personnes qui sont passées par là, parce que la Sécu Info, ça peut paraître assez élitiste dit comme ça. Dès qu'on rentre dans le technique, ça devient peut-être assez compliqué. Mais il y a des grands acteurs de la vie informatique qui sont passés par là, c'est-à-dire qui ont voulu toucher un peu la Sécu Info parce qu'ils étaient très versatiles dans leurs capacités et ils voulaient découvrir plein de trucs. Et en bidouillant, en fait, ils ont automatiquement pu améliorer leur skill dans ça. Donc en premier, on a Bill Gates. Il est très connu pour Microsoft et tout ce que vous pouvez voir à côté, mais il a commencé à toucher à la sécurité informatique très jeune. Et l'avantage de ça, c'est que ça montre que en commençant vraiment à cet âge-là et en faisant ce qu'il a fait, on peut ensuite toucher à plein de sujets différents et vraiment aller dans n'importe quel domaine, vu les compétences que ça peut apporter et les connaissances avec. On a voilà, Xavier Niel. Tout le monde ne le sait pas, mais il a un passé de pirate qui a été assez discuté. Et donc lui aussi, comme Bill Gates, voilà, on sait ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait, mais il a commencé et il est passé par un moment il est passé par la sécurité informatique. Et un troisième exemple, connaît un peu moins, mais bon, c'est le fondateur de WhatsApp. Pareil, il a fait partie d'un groupe et il a contribué lui aussi à des actions dans la sécurité informatique et d'autres choses comme ça. Bref, voilà, pour vous donner un peu une idée que voilà, on peut être des personnes très connues qui ont eu
une carrière dans l'informatique assez grosse sont passés par la sécurité informatique. Donc ça veut dire que à peu près tout le monde peut comprendre et essayer de voir le concept. Comment marche le hack? Alors, je trouvais ça important de donner un peu une définition, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans les journaux ou à la télé par exemple, vont avoir une définition du hacking qui va être assez similaire à celle d'être un pirate, par exemple. Être un hacker, ça revient au fait d'être un pirate. Mais il y a une définition pour les deux mots, et je pensais que c'était assez nécessaire de la clarifier pour ne pas avoir de préjugés ou utiliser les bons termes. Alors, quelqu'un qu'on pourrait appeler un hacker, c'est un exemple assez simple. On lui donne une pierre, une très grosse pierre, hein, et il a la possibilité de donner un coup de pied dans cette pierre. Bon, c'est un exemple simple, je le conçois, mais c'est un peu pour vous présenter un peu l'image. Donc, on a deux possibilités, et généralement, on a deux choses qui peuvent faire des trucs, et normalement, on a une seule possibilité. Quand on donne un gros coup de pied dans une pierre, on se casse le pied. Non, en fait, on se casse pas le pied. On se fait très mal, mais on peut casser la pierre. On part de ce principe-là, et ça va donner des gravillons. Voilà. Donc c'est une possibilité, il y en a d'autres, mais généralement c'est un peu ce que ça veut donner un très gros coup de pied dans une pierre. Et si on part d'un principe d'être un hacker, la définition du mot hacking, ça serait de pouvoir faire ça en fait avec un coup de pied. Et alors, si cet exemple vous parle pas trop, je vais vous l'expliquer. On a deux choses qui vont donner quelque chose. En fait, c'est l'usage détourné d'une utilisation primaire. Ça veut dire qu'on a quelque chose de simple qui peut donner une chose assez basique, et en fait donner un coup de pied, on va pouvoir faire une utilisation détournée, améliorer en fait. Hacker quelque chose, c'est pas un mot qui vient de l'informatique à la base, je pense que certains d'entre vous connaissent les hack life et tous les trucs qui peuvent s'y apparenter, et c'est vraiment modifier l'utilisation primaire d'un objet ou d'une technique ou de ce que vous voulez pour l'améliorer, pour la rendre plus efficace, pour modifier son utilisation. Donc d'où cette culture magnifique avec un simple coup de pied. Voilà, donc c'est la différence avec un pirate. Un pirate, c'est pas quelqu'un qui va créer, ni modifier, ni rendre plus utile l'utilisation de quelque chose. C'est quelqu'un simplement qui va utiliser des technologies qui existent déjà. Comme par exemple, il va se dire hacker alors qu'il a simplement utilisé un outil ou téléchargé quelque chose pour faire ses attaques. Mais ça reste un pirate et pas un hacker. Donc voilà, je voulais redéfinir à peu près les termes pour que tout le monde voit bien la différence. Donc voilà, le premier hacker de l'histoire, c'est MacGyver, parce qu'il peut faire absolument n'importe quoi avec rien. Et il illustre pas mal l'exemple de, même si on est dans la détresse la plus totale avec aucun outil, eh ben, on va pouvoir faire quelque chose d'efficace et d'amélioré comparé à cette utilisation primaire. Donc voilà un peu le schéma de par quoi on va passer aujourd'hui. On va commencer par la sécurité web avec Anthony qui va vous expliquer pas mal de choses. On va dans la partie barbu, je voulais l'appeler comme ça, vous voyez comme vous voulez, avec un exemple très simple de système qui est le Forward-Flow. Certains d'entre vous connaissent, certains d'entre vous connaissent pas. Moi, mon but, c'est pas de faire une conf sur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça intéressait, l'AppSystem. Mais mon but, c'est pas de faire une conf vraiment en donnant toutes les possibilités, toutes les attaques possibles, les techniques en Bufferflow, en AppSystem. Mais juste de vous présenter un peu le concept, comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Ensuite, on a le cracking. Si les gens ne connaissent pas, il y a des gens qui connaissent, je vais vous la présenter en donnant un exemple et une petite démo. On voit pas très bien. Hein. Forensic et malware, donc deux parties qui sont différentes mais qui se rapprochent aussi un peu. Le cracking aussi peut rentrer à l'intérieur. Et la partie cryptographie, donc qu'est-ce que la cryptographie, à quoi à l'intérieur dans la sécurité informatique et les différents exploits qu'on peut faire avec. Donc voilà, on va commencer par la sécurité web. Je te laisse faire le switch et bonne conf. Bonjour à tous. Voilà. Alors concrètement, je vais tout simplement parler de la sécurité web. Je vais présenter quelques vulnérabilités les plus connues surtout et celles qui sont les plus présentes.
Je vais en parler assez brièvement quand même parce que c'est pas le but de cette conférence. C'est juste de présenter un peu aux gens, voilà quoi. Alors on va commencer par tout ce qui est client-side, donc tout ce qui va interagir directement avec vous, avec votre navigateur. Premier exemple, le cross-site scripting. Donc tout ce qui est XSS qui va nous servir à tout simplement à vous faire exécuter certaines choses, à récupérer vos cookies, différentes choses comme ça quoi. Donc là j'ai la description de la vulnérabilité. Bien sûr à la fin de la conf, pour ceux qui veulent, je vous passerai directement les diapos, ça sera plus pratique et plus sympa. Alors, le CSRF. Le CSRF, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en gros, ça va nous permettre de faire exécuter des actions, mais sur un site web précis. Donc là, ça touche le site web aussi. Mais c'est pareil. Par exemple, effectivement, je l'avais fait avec le shop de 42. Ça permettait tout simplement, s'il n'y avait pas de token, de faire des user input à d'autres, de faire des user input à d'autres personnes. Donc je pouvais faire acheter ce que je voulais à des gens. Par exemple, dans certains cas, sur une banque, imaginons sur une banque, on peut, s'il n'y a pas de token, on peut très bien faire des virements d'une autre personne vers notre compte à nous. C'est assez... c'est pareil, elles sont vachement présentes. Bon, là je vais commencer le server-side. Hein. Donc tout ce qui va interagir tout simplement avec le serveur, qui ne va pas s'occuper du client. Les SQL injections, qui sont vraiment très critiques. Ça permet pas mal de choses. On peut récupérer la base de données d'un serveur, on peut récupérer carrément des données, tout ce qui est le site web entier complet. On peut route le serveur, c'est-à-dire c'est c'est vraiment très très dangereux. Bon là c'est un exemple, hein, tout simplement le principe des SQL injections, c'est que en gros, on va faire nous-mêmes la requête SQL, on va nous-mêmes la forger autrement que ce qu'elle est de base. Après, oui, il y a les RCE. Les RCE, c'est pareil, on va directement envoyer des commandes au système ou au serveur PHP. Ça va être pas mal de choses différentes. Mais après, les privilege escalation. En gros, le principe, c'est que on va comment je pourrais dire ça? En gros, on va prendre le compte de quelqu'un d'autre. On va pouvoir exécuter des commandes par exemple admin en étant un simple utilisateur. Donc ça s'appelle vertical privilege escalation. Sinon, on va pouvoir faire des commandes ou tout simplement sur un site de vente, on va pouvoir récupérer les différentes données, les différentes coordonnées d'une autre personne. C'est assez... Là, il y a un petit schéma vite fait qui explique assez bien. En gros, ça, c'est nous. Et pour une vertical privilege escalation, on va monter les échelons pour faire des choses plus importantes de manière totalement arbitraire. Tandis que pour une horizontal privilege escalation, donc en fait, on va rester sur l'user level 1, mais on va pouvoir voir ce que les autres users ont, ce que les autres utilisateurs disposent, tout simplement. Après, on arrive au file inclusion. Donc les file inclusion, tout simplement, c'est pareil. C'est en gros, on va pouvoir par exemple récupérer le TC password. On va pouvoir inclure des fichiers distants dans certains cas. Donc inclure notre propre code PHP toujours par exemple sur le site victime quoi. Ce qui nous permettra de prendre le contrôle aussi. Les full path disclosure. Ça, bon, c'est pas une faille à proprement parler. Enfin, c'est surtout une erreur du dev, tout simplement parce que ça va nous permettre de récupérer le chemin complet d'accès à un fichier, n'importe lequel, et couplé, comme dit avant, à une file inclusion.
En gros, on aura le chemin complet là, et on va pouvoir récupérer des données sensibles telles que le fichier qui contient les user passwords de la base de données, par exemple, entre autres, ou des HT access, des HT passwords et tout ça. Les serveurs misconfiguration. En gros, le dev, quand il va dev son bordel et tout, par exemple, il va oublier de mettre un index.php dans un dossier et il va pas régler le truc de sorte à ce qu'il s'il n'y a pas d'index.php, on n'affiche rien. Et donc on va pouvoir par exemple on va pouvoir afficher ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, on va pouvoir afficher le dossier complet et dedans il y aura les fichiers comme ici. Et du coup c'est de la prise d'information toujours, bien que dans certains cas c'est arrivé qu'on puisse avoir un accès complet à tout le système, donc partir d'une erreur de configuration du serveur pour commencer à faire des LFI, à monter route et complètement à détruire le serveur, quoi. Voilà. Le PHP type juggling. Ça, j'en ai parlé quand j'avais fait Camagru avec plusieurs personnes. En gros, quand on vérifie en PHP, quand on fait nos variables, comme on n'a pas à mettre le type de la variable, si on fait juste un égal égal et non 3 égales, ça va juste comparer les valeurs. Ça comparera pas le type. Et si ça compare pas le type, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, admettons que foo j'ai hello, que bar j'ai true, et ben en gros ça sera sur 1. Et donc les deux seront égales. Avec si je vérifie pas le type, comme dit. Du coup, il faut vérifier les types, sinon ça peut être très dangereux aussi. Ça s'est vu dans plusieurs systèmes informatiques. En gros, que quand ils vérifient le MD5 par exemple, on peut s'arranger pour faire un true à la place du MD5. Ce qui nous permet d'accéder à l'admin et c'est assez dangereux, quoi. Les dorks Google. Alors les dorks Google, ça concrètement c'est le malheur des devs. Parce que Google indexe absolument tout. Il indexe absolument tout, il indexe même vos fichiers que vous essayez de cacher un maximum. Lui, il va les récupérer, même si c'est, admettons, des fichiers .txt, ça peut être des fichiers de database directement, parce qu'il y a des gros sites qui mettent leurs fichiers SQL en visible, qui sont pas bloqués, rien. Et du coup, ça va nous servir de prendre beaucoup d'informations. Dans certains cas, ça va même nous servir de savoir directement, de trouver directement des vulnérabilités. Il y en a différentes sortes. Le mieux, en fait, c'est que par exemple, on cible un site directement. Et avec ce site, on va lui dire tiens, je vais regarder d'abord si Google n'a pas indexé les fichiers PHP, je vais regarder s'il n'a pas indexé les fichiers TXT, et ainsi de suite. Et c'est vraiment très dangereux. On dirait pas comme ça, mais c'est pareil, ça peut faire très mal. Il y avait des questions depuis le début ou je continue? Oui. Ah, attends, juste le micro, s'il te plaît. Vas-y, Tony. Du coup, ça ressemble à quoi une question sur Google pour ça, par exemple? Enfin, pas une question, mais le champ de recherche. En fait, Google propose un système de recherche assez avancé qui permet de dire le type de fichier qu'on veut sur le site qu'on veut. Et entre autres, on peut même choisir ce qu'il y aura dans l'URL, ce qu'il y aura dans le titre, ce qu'il y aura dans le texte, et ainsi de suite, quoi. Mais après, c'est vrai que j'ai pas mis d'exemple, j'aurais peut-être dû. Mais en gros, c'est dans le système de recherche avancé de Google, quoi. Je montrerai vite fait après pour donner un bon aperçu. Alors, les bug bounty. Alors pour pallier à leur manque de sécurité des gros sites, parce qu'il faut dire avoir une red team, blue team, c'est bien, mais sur les sites comme Facebook, c'est pas suffisant, quoi. Donc pour pallier à ça, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils font des programmes de bug bounty qui va leur permettre d'améliorer leur sécurité grâce à des hackers externes et en même temps de gratifier les hackers par divers moyens. Donc du swag, de l'argent, un Hall of Fame, ça peut être pas mal de choses.
Et c'est assez intéressant parce qu'en plus, il y a plusieurs sites comme ça, HackerOne, Bugcrowd, etc., qui vont nous mettre en avant et qu'on pourra même mettre sur le CV et tout ça, quoi. C'est vraiment assez bien. Et, bah voilà, j'ai fini. Parce que, comme disait, on va pas tout mettre sur cette conf-là. Hein. C'est surtout pour que vous ayez un grand aperçu. Du coup, quelqu'un d'autre a des questions? Bon, bah je te repasse. Oh, bonjour. Ouais. Thanks. Alors après, une partie facile, hein, le web, c'est plutôt simple, il n'y a rien de difficile. On va aller un peu dans la partie barbue. On va s'intéresser d'abord... Oh, dis-moi que ça met à la bonne slide. Nice. Allez, on se refait tout. Donc c'est ici, on commence par l'app system. Quelque chose que pas mal d'entre vous connaissent, parce que vous avez sans doute touché au projet RootMe ou alors aux autres projets de sécurité de 42 qui ont pu sortir, ou tout simplement vous êtes intéressé, que vous connaissez le buffer overflow, comment ça marche. Mais moi, il m'est arrivé de parler avec pas mal de personnes d'app system, entre autres du buffer overflow. Et j'avais par exemple des choses du genre buffer overflow, c'est quand t'écris trop dans ton buffer et tu vas écraser une adresse et du coup après tu vas pouvoir aller là où tu veux. Alors c'est une explication qui est bonne, hein, il n'y a rien de tout ça, mais il y avait beaucoup de personnes qui connaissaient pas vraiment et qui ne savaient pas comment ça fonctionnait au niveau de votre stack. C'est-à-dire qu'on parle de la stack, vous la connaissez à l'école parce qu'on a touché la journée de piscine avec les fameuses vidéos. On se représente un petit peu comment marche une stack après la première année de 42. Mais derrière, il y a des personnes qui vont faire ces challenges-là et les premiers sont plutôt simples et demandent pas forcément de savoir comment fonctionnent exactement vos registres au niveau de votre RAM et savoir comment fonctionne une stack. Donc moi, je vais être là vraiment pour un peu clarifier tout ça. Donc déjà, l'objectif d'un buffer overflow, voilà, c'est de réécrire certaines parties de la mémoire, insérer une instruction et utilisation détournée du programme. Donc tout le monde sait à peu près ça. Et moi, mon taf, ça va être de vous montrer à quoi ressemble une stack et comment elle fonctionne et comment un buffer overflow va marcher sur elle. Alors, il y a des personnes qui sont assez avancées, qui connaissent déjà ça, mais je pense que vraiment rafraîchir la mémoire, rafraîchir ses connaissances par rapport à ça, ça peut être vraiment intéressant. Donc, un schéma très simple d'une stack. Hein, donc vous avez vos adresses en x00 vraiment tout en bas et vos... oui d'accord, c'est en binaire, mais non, c'est en hexa, donc c'est des F, pas des 1. Cette image est très mauvaise. Votre kernel, votre stack, votre heap. Donc, je ne vais pas rentrer dans les explications très détaillées des différentes sections de votre RAM. Alors ça, c'est une barrette de RAM. Hein. Je reste très clair. C'est votre heap qui remonte vers votre stack et votre stack qui descend vers la heap. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la principale raison, c'est que si la heap montait et si la stack montait, il y a un moment où le kernel serait dans la merde. Donc, on est là pour protéger les différentes sections qui vont être très importantes pour le fonctionnement de votre ordinateur. Et s'il y a quelque chose qui déborde, ça sera sur la heap, sur la stack ou la stack sur la heap pour pas impacter les restes des programmes qui tournent. Du code très simple, hein, je pense que vous avez déjà développé dans votre vie, donc c'est un code en C, je crois. Ouais, ça ressemble. Et du coup, on prend les arguments, on a un buffer de 64, on strcopie les arguments dans le buffer et on affiche le buffer. Vraiment rien de compliqué, très 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 simple. Mais gardez ce code en tête. Au pire, je remettrai la slide pour bien. Donc je pense que ceux qui connaissent pas, vous n'avez pas vu la faille, mais ceux qui connaissent ont déjà vu l'utilisation de la fonction qui est vulnérable. Donc là, alors vous vous rappelez de ce schéma-là, là. Ça c'est le même schéma un peu plus détaillé du programme que vous venez de voir, avec une petite subtilité que les professionnels reconnaîtront. Quelqu'un a reconnu l'erreur ici? Personne? Ah oui? Non, parce que on va pas le strcopy, il est là-dedans, il a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Non, l'erreur elle est là, c'est que du coup on a un buffer de 4 alors que j'avais mis 64 au-dessus, voilà. Mais c'est pas grave, dites-vous que ça fait 64 aussi. Hein. Donc on a la stack frame qui va contenir donc les arguments de notre fonction, donc tout ce qui est les instructions, c'est-à-dire tout le code que vous avez vu juste avant et va être contenu ici. On aura l'adresse de return, function return address. Alors
Quand on est dans une fonction, en fait, ça contient l'adresse de la fonction d'où on vient. Ça veut dire que si on a appelé la fonction func, je crois que je l'ai appelée comme ça avant, eh ben, elle va contenir l'adresse du mail là où elle a été appelée. En fait, ça sert au programme de revenir au point où il était quand la fonction a fini de s'exécuter. Donc, on appelle ça EIP dans un registre 32 bits et RIP dans un registre 64 bits. Donc, l'explication, c'est simple. Votre RAM, par rapport au processeur, elle fonctionne en couplet avec le processeur. Ça veut dire que votre processeur reçoit les instructions de votre RAM et ça fonctionne comme un entonnoir. Donc vous avez votre processeur en dessous et la RAM qui va envoyer des données au processeur au compte-gouttes et le processeur, son but, ça va être de les calculer et faire les opérations sur la stack. Ça veut dire les différentes opérations assembleurs que je vais vous montrer après. Chaque ligne de code en C est traduite en assembleur et les opérations sont faites sur des registres. Ça fonctionne un peu comme des variables et donc en fait chaque registre va contenir des données qui va servir au processeur de dire d'accord, tu me saves ce registre-là qui contient un pointeur sur mon buffer, qui contient un pointeur sur ma stack. Enfin, il y a plein de registres différents. Il y a des registres qui peuvent contenir différents types d'informations et il y a des registres qui sont spécifiques à une information et qui ne doivent pas être modifiés. Sinon, le programme ne peut plus s'exécuter. Donc, on a EBP, c'est base pointer. En gros, le base pointer, il va pointer sur le début de notre stack, c'est-à-dire après tout ce qui est retour d'adresse et votre programme qui est en assembleur ici. En fait, c'est là où vont être contenues vos variables. C'est-à-dire que quand vous déclarez un buffer, vous déclarez une variable, elle va être push sur la stack qui est en dessous le programme et qui va remonter comme ça. Ça veut dire que, par exemple, j'ai déclaré mon buffer ici. Et en fait, le programme, il a dit, bon, bah, tu vas me mettre 64 bits pour le coup, donc tu vas mettre 64 bits sur EBP. Donc, il va faire EBP moins 64. Il va soustraire EBP, enfin, il va donner, en fait, c'est une adresse relative, EBP. On met pas l'absolu, on utilise toujours des registres, mais EBP, généralement, ne bouge pas. Parce que si on donne une adresse absolue, si généralement, il y a une opération qui était faite dessus, on pourrait plus la retrouver, on sera obligé de faire des modifications. Donc, on utilise EBP moins quelque chose pour récupérer l'adresse. Par exemple, si je déclare un int avant et mon buffer ensuite, l'int va être référencé en EBP-4 et mon buffer va être référencé en EBP-68 par exemple. Enfin, c'est pas exactement 68 qui déclare d'ailleurs, ce sera un petit peu plus subtil que ça. Donc voilà, on a des registres qui servent à faire des opérations pour retrouver des variables et qui sont importants au programme pour fonctionner. Ça veut dire que là, EBP-4, il a mis mon buffer de 4 ou de 64 que j'ai déclaré juste avant. Un assembleur, ça donne quoi ? Alors oui, ça peut parler à des gens, ça peut moins parler à d'autres. Mais donc, est-ce que quelqu'un a vu où est-ce que je déclare mon buffer ici ? Où est-ce que mon buffer est mis sur EBP ? Non ? Ok, c'est parti. En gros, ça va être mon base pointer et mon stack pointer, ça va être là où je vais être actuellement sur ma stack. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va symboliser la base de votre stack et quelque chose qui va représenter là où vous en êtes actuellement dans votre programme. Donc on va enlever à ESP, donc spot pointer 0,58, qui va être en fait en décimale, ça fait, je sais pas, dans les 80, 85, 88. Donc on alloue 88 bytes sur la stack pour notre buffer. Donc il va enlever à ESP 58 bytes pour vraiment le positionner là où on veut et réserver l'adresse. C'est là où il crée notre buffer. Donc ça fait c'est ça 88. Alors pourquoi 88 et pas 64 ? Il y a plusieurs raisons. La principale, c'est l'alignement des variables en assembleur. Je vais reviendrai un peu plus tard. C'est pas forcément à l'ordre du jour, mais c'est une des raisons. Donc là, on a diverses instructions qui vont servir à setter des registres. Donc, je vais vous parler des registres juste avant, donc EAX, EBX, ECX, différents registres qui vont contenir des valeurs qui vont être données en fait à ces fonctions-là. Voilà. On set des registres et ces registres-là vont automatiquement être pris en compte par la fonction qu'on appelle et vont être transmis à la fonction. Par exemple, là, on est en train de préparer les arguments qu'on va envoyer à strcopy. Strcopy, il a besoin d'arguments, tout le monde connaît la fonction. Et en fait, le but de ces instructions, c'est de préparer les variables qu'on va lui passer. Donc, voilà, on a créé notre buffer et on a strcopy des données à ce niveau-là que je vous avais montré. On lui a envoyé des données dans l'entrée standard et on a rempli notre buffer avec. Bon, on met 80A et ça c'est fault. Alors, pourquoi ça c'est fault ? Eh bien en fait, on est remonté, non, j'ai un petit schéma
Ah, nice. On va pas dire qu'il y en a beaucoup plus avant, voilà. Et en fait, on a remonté, on a écrasé notre BP, donc notre base pointer. Alors, quand on écrase le BP, généralement, on n'a pas de segfault, ça va dépendre de sur quoi on tourne. Mais généralement, on va pas faire cracher le programme, et il va avoir du mal à tourner ensuite. Et en fait, juste au-dessus du BP, si vous vous rappelez, il y a l'adresse du retour de la fonction qui a appelée la fonction on est actuellement. Ça veut dire que quand il aurait fini d'exécuter func, ma fonction de test, et ben il va se dire, bon, bah c'est bon, j'ai fini, bah je retourne là où j'étais, c'est-à-dire le main. Ah, écraser l'adresse du main. L'adresse du main, maintenant, elle vaut A. Non, l'adresse du main, elle vaut 0. Ah, pris mauvais schéma, dommage. Donc, on a écrasé d'un byte l'adresse du main qui était 080484, je sais rien, 70. Donc, du coup, là, il peut plus retourner dans le main. Donc, on a un overflow ici comme ça. Donc, c'est assez handicapant. Hein. Voilà, c'est la première chose. Donc, on fait un petit récap. On a notre buffer qui est rempli. Donc, ça veut dire que, alors, pour vous représenter un petit peu, là, c'est les bits à la fin. Là, c'est genre, si je mets A, B, C, D, il va y avoir mon D qui va être là. Et c'est rempli comme ça, en fait. Et ça va comme ça. C'est-à-dire que là, c'est le début de mon buffer, par exemple. Il va remplir vers le haut jusqu'à écraser là. C'est pas aligné comme ça vers le bas, quoi. Genre, votre stack remonte, en fait, par rapport à votre programme. Donc, on a nos instructions. Là, on a l'overflow. Et là, on a écrasé EIP, qui est l'adresse de retour. Donc, à partir de ce moment-là, on maîtrise un petit peu le programme. On part du principe que le programme n'a pas de sécurité, parce que les compilateurs, à l'heure actuelle, mettent des sécurités sur les programmes pour empêcher ces types d'attaques. Mais je reviendrai quand on fera une partie app system pour développer correctement ça. Donc, on a notre nouvelle adresse de retour. Bon, là, avant, on avait écrasé d'un byte, donc on ne pouvait pas faire grand-chose, mais on peut l'écraser de 3 bytes en plus et faire absolument ce qu'on veut. Ça veut dire mettre une adresse absolue vers un shellcode qu'on a mis dans notre stack. Donc, un exemple tout simple. Alors, un shellcode, ça ne parle pas à tout le monde. En gros, c'est les instructions, c'est les bytecodes en assembleur qui vont donner les instructions à l'assembleur que vous avez vu un peu plus haut. Et ces instructions assembleurs-là lancent un shell, par exemple, tout simplement, ou copie un fichier vers un autre, ou ouvre un port, ou vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, dans notre buffer, au lieu de mettre des A au début, vous mettez un shellcode, donc des bytecodes qui donnent de l'assembleur. Vous chopez l'adresse du début, donc avec GDB ou n'importe quel outil de debugging pour avoir l'adresse de votre buffer. Et on part du principe que l'adresse ne bouge pas, qu'il y a une sécurité qui en met en place, par exemple. Donc vous retournez, vous mettez votre nouvelle adresse, et votre programme, quand il a fini de s'exécuter, il dit ah c'est bon, je vais sur cette adresse-là et je vais aller exécuter au lieu de retourner dans le main. Il va être ici et exécuter. Il va pas les lire. Hein. Il y a différentes types. Les parties de votre stack sont définies par des flags. C'est voir s'il exécute, s'il lit, s'il écrit, s'il fait n'importe quoi. Et là pour le coup, il va les exécuter parce que c'est une adresse de retour. Donc du coup, il va exécuter votre code malicieux. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour l'app system, enfin pour le buffer overflow en tout cas. Enfin, moi je trouvais vraiment nécessaire, c'est pas hyper poussé techniquement, et je sais qu'il y a des personnes qui auraient aimé aller un peu plus loin dans les autres types d'attaques qui peuvent exister, mais je trouve que préciser vraiment comment fonctionne votre RAM, le rapport par rapport au registre et aux adresses qui peuvent exister à l'intérieur, c'était assez nécessaire. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Super, nice. Suivant. Les failles historiques, le buffer overflow, on peut se dire maintenant, avec tous les articles qu'on a et les documents qu'on peut avoir, que c'est sécurisé, que GCC nous met assez de flags de protection automatiquement, donc c'est très dur d'exploiter des binaires ou des systèmes avec ça, mais en fait non, voilà, même jusqu'à très récemment, il y a des failles de buffer overflow qui peuvent conduire à des impacts très graves sur votre système ou sur un programme. Voilà. Donc, ensuite, on va taper dans le cracking et le reverse engineering. Alors, je vais essayer de faire une définition assez simple. Alors, on va encore rester dans l'assembleur, on ne va pas y bouger. Mais cette fois-ci, si vous vous rappelez bien, l'app system, c'est le fait de réécrire des adresses d'un programme qu'on lance. On parle bien du principe qu'on le lance. Je ne réécris pas le buffer quand il est en statique. Donc, je lance le programme, j'écris des choses, je lui donne des arguments et derrière, ça va donner d'autres utilisations par rapport au programme. Là, le reverse, c'est quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'on ne cherche pas à
à exploiter un programme, on veut plutôt savoir ce qu'il fait, les informations qui y passent et comment un autre moyen d'exploiter, parce qu'on part du principe que par exemple il a sécurisé ses buffers, il fait pas un strcpy tout bête et il fait juste une comparaison de password par exemple, un strncopy, il compare la chaîne et donc voilà, pas de buffer overflow possible, mais il y a quand même une comparaison, il y a quand même un password et on veut y accéder. Donc, il n'y en a pas que deux, mais il y a deux gros types d'analyse en reverse engineering. Il y a l'analyse statique et l'analyse dynamique. L'analyse statique, c'est simplement de décompiler un programme ou un exécutable qui est un .exe sur votre machine ou n'importe quel autre format d'exécutable que vous pouvez connaître et de récupérer l'assembleur pour essayer de voir un peu ce qu'il fait, comprendre comment il marche, c'est quoi les strings qui passent en paramètres et son taf. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, par exemple, c'est, comme il y a marqué, magnifique, éditer du code. Ouais, on peut faire, par exemple, des patchs sur des binaires pour lui faire autre chose, jumper une vérification, récupérer d'autres infos et faire pas mal de choses différentes. Retrouver des clés, décrypter des clés. Par exemple, il y a beaucoup de programmes qui ont une partie crypto pour le mot de passe, pour le logging ou pour générer des informations. Et cette partie crypto-là, généralement, c'est des gros algorithmes qui tournent derrière. Et le but, ça va être de le reverse pour comprendre cet algorithme, comment il marche, récupérer des clés et pouvoir se connecter, faire une escalation de droit ou plein de choses comme ça. Donc un programme très simple, juste avant le TP. Alors c'est ici que je vais faire un TP vraiment pour vous expliquer un peu comment fonctionne le reverse et en quoi ça peut être, en quoi c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Là, on a un code très simple. Alors le but c'est pas de l'exploiter en app system. Oui, c'est vraiment de le lire. On n'a pas d'strcopy, on n'a pas d'input utilisateur. Enfin, si on en a une, mais elle est protégée, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on a un strcmp de notre code, donc notre argument qu'on lui passe à password. Et derrière, il nous dit oui, c'est bon mot de passe ou mauvais mot de passe. Donc très très simple. On compile ce programme et on part du principe que si on n'a pas le password, ça va être dur de le trouver. Et ben non, en fait, parce qu'on fait une comparaison avec un mot de passe qui est hard-coded dans le code, qui n'est pas généré, qui n'est pas crypté ou qui n'est pas quoi que ce soit. Ça veut dire qu'en fait, il est présent automatiquement dans les strings du programme. Donc avec un simple string, vous pouvez voir votre password ici, juste en dessous, parce que vous l'avez hard-coded et vous faites une comparaison par rapport à une string que vous avez mis dans la condition du if. Au lieu de générer le mot de passe, au lieu d'aller le récupérer sur un serveur distant ou plein de choses comme ça. Donc, du coup, c'est plutôt simple vu comme ça, un simple string pour hacker un programme, mais bon, la plupart des programmes maintenant ne fonctionnent pas comme ça, et voilà, moi j'étais assez intéressé pour vous montrer comment faire. Donc voilà, les différentes sécurités que vous pouvez voir à l'intérieur, voilà, officier du code, plusieurs conditions de logging ou de validation, de récupération d'informations, crypter la clé, vérification en ligne, ça c'est vraiment plutôt nécessaire, je trouve. Ça évite de faire des exploits sur des binaires qui ne demandent pas de connexion Internet, pouvoir le bidouiller comme on veut, alors que c'est une vérification en ligne. Derrière, paf, dès qu'il y a un problème, il nous coupe la licence ou il nous coupe n'importe quoi. Donc voilà, ça touche beaucoup tout ce qui est jeu, tout ce qui est logiciel assez cher, Photoshop. C'est payant Photoshop ? C'est payant. Jamais utilisé. Et voilà, tous les logiciels que vous voulez craquer, et c'est pas ça qu'en ce moment les éditeurs de jeux ou autre chose, ils sont vraiment à cheval sur ça parce qu'ils ont marre de se faire craquer leur sécurité avec des exploits, avec du reverse de ce type-là, en jumpant les vérifications, en faisant des mini-patchs sur leur jeu pour vraiment passer cette vérification de licence. Non, c'est pas ça. Voilà, donc un petit TP. Alors, moi j'avais pas prévu d'avoir un micro dans la main, donc on va essayer de faire ça à une main, ou on va switcher, ou on va faire un truc sympa, ou je mets le micro ici. Donc on va faire un petit truc sympa. Donc en fait, c'est un programme qu'on m'a donné il y a maintenant pas mal de temps. C'est un petit challenge très simple. Mon but, ça va être de vous montrer un peu comment ça marche et un peu l'objectif du reverse et les outils qu'on va utiliser à côté. Donc on part, hop, on va sur mes VPS. Tac, je me connecte. Ah, pas mal ça. J'en ai deux parce que vous allez voir une petite subtilité après. Donc j'ai un binaire. Ah. Non, si je fais pas de table, ça va être du mal. Donc, on a une première chose, on essaie de lancer le binaire country case from file. Bon, apparemment, il lui faut un truc. Alors que dans ces cas-là, vous n'arrivez pas à lancer le binaire. Tiens,
Ça veut pas, qu'est-ce que je fais? Je lui donne des arguments, qu'est-ce qu'il attend? Bon, apparemment, il veut un fichier. Hein. Et si vous n'avez pas plus d'infos que ça, et que vous vous intéressez pas au reverse ni à quoi que ce soit, et que, à partir du principe que c'est pas un binaire qui est sur des sites de dead ou n'importe quoi, donc vous allez avoir du mal à le lancer. Donc, vous vous rappelez de la commande strings, qui nous permet de regarder un peu les strings présents dans le binaire, et de peut-être savoir à peu près comment ils fonctionnent. Donc, on a pas mal de choses. On a par exemple des fonctions de la libc qui sont au-dessus, plein de trucs. On a lib start main, peut-être que c'est là qui commence. On a un fopen, du fget. On a des strings dans le programme. Voilà, c'est des strings hard-coded. On a un case.txt, ça peut peut-être commencer à être intéressant. On a 4242. On a du get-addr info juste après. Ah, ça sent un petit socket, ça. Donc 4242, ça peut être quoi? Bon, ça peut être un for. Donc on va essayer de créer le case.txt déjà. Alors bon, on va mettre fin au spoil et on va créer ce petit fichier. Alors je vais lâcher ça 2 secondes pendant que je le fais. Non, on a notre fichier avec rempli 2 mots de passe. En fait, il attendait des mots de passe, il en attend 3 parce que ce binaire a 3 stages différents. Et en fait, le but, c'était pas de récupérer les mots de passe qui sont dedans, c'est simplement d'exploiter les failles qui sont à l'intérieur pour nous faire afficher nos A, en fait. Donc, on va lancer notre binaire. Moria. Hop. Voilà, il attend des connexions. Donc, on part du principe qu'il a lancé ce qui est en écoute sur le 4242. Donc, on va se connecter dessus. Voilà. Bon, on est connecté. Il y aura de Door of the Moria, Talk as a Friend et Usual Hunter. Bon, il attend un mot de passe. On lui donne quelque chose, nothing happens. Et il fait un sleep 1, parce qu'il y a un petit délai. Et il nous jarte d'ici. Donc, bah voilà, on est un peu niqué. Donc, la seule possibilité qu'il y a à faire à partir de ce moment-là, c'était encore la string, Moria, comme avant. Et on va regarder où est-ce qu'on en était. Donc, c'était quoi nos strings? C'était, hop, Talk as a Friend et Usual Hunter. Donc, on va regarder à peu près dans les strings où est-ce que ça se situe. Voilà, il y aurait been fighting, non, c'est pas là. Talk as a Friend. Talk as a Friend, Usual Hunter. Ok, il fait un regv, donc voilà, on appelle un regv. On a vraiment beaucoup de symboles qui sont présents lors d'un string. Hein. Après, ça dépend si c'est obfusqué, si c'est scripté. Il y a plein de manières de le sécuriser. Mais là, apparemment, on a nos strings vraiment qui sont en clair, donc on peut voir pas mal de choses. On a un hello mate juste avant. Donc on peut partir du principe qu'il a fait un buffer en lui remplissant d'hello mate et qu'ensuite il a appelé la fonction qui va nous faire rentrer dans la vérification. Donc on va faire un essai. On se connecte. Hop, ça marche. Donc juste avec un string, on a pu faire une première stage. Il nous a vu bien nos A et on passe à la seconde. Alors, il y a 3 stages dans Solid, comme je vous l'avais dit. La première, elle était très simple avec un string. C'est vraiment la base du cracking. C'est regarder un peu ce qui peut être présent dans le binaire en hard-coded. Mais ensuite, ça va se compliquer un peu. Et je ne vais pas vous donner la solution pour la stage jeu. Je vais vous l'expliquer. On va faire le chemin ensemble. Mais mon but, ça ne va pas être de vous spoil le challenge que je pourrais vous envoyer après. Et un 3e stage qui est beaucoup plus compliqué que vous ferez de votre côté. Donc, là, on peut pas vraiment, avec un string récupérer. Avec GDB, on peut débugger, et GDB fait aussi des compilateurs, donc on peut afficher les instructions assemblables de notre programme. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder vraiment comment ça fonctionne avec un logiciel qui s'appelle IDEA, qui est un décompilateur et qui fait aussi des buggers, mais qui est surtout connu pour être un outil de reverse engineering très intéressant. Et avec beaucoup de possibilités, vraiment on peut voir pas mal de choses avec. Donc ça va pas être mon but de vous expliquer chaque instruction assembleur. Donc votre move AX BP plus FD, il fait une opération sur des registres, mais je ne vais pas vous expliquer tout ça. Ça vous avez à l'apprendre et un peu à bosser les différentes instructions qu'il peut y avoir. Je vais essayer de vous guider un peu sur comment fonctionne un programme. Alors j'ai été obligé de passer en view cette vue-là, qui est pas mal, qui montre par exemple. Voilà, là c'est ma première fonction. Enfin, c'est pas vraiment une fonction, c'est une partie qui va faire des opérations et après à la fin il y a une condition.
et il va jumper en fonction des résultats du flag qui est set à la fin du CMP. En gros, c'est comme un if, sauf qu'au lieu d'avoir un return quelque chose, en fait, sur cette version d'assembleur, il va setter un flag à quelque chose, et ce flag, en fonction de sa valeur, il va aller à une fonction ou il va aller à une autre. Donc, on peut voir le début de notre fonction qui nous intéressait, c'est-à-dire celle-là. Donc, it doesn't take long before you're surrounded by orcs. Et il nous donne 4 possibilités. Donc, on va déjà essayer de le lancer pour voir un peu ce que ça fait. Donc, on appuie sur S. Je dis, en fait, on va un peu out of the box, on appuie sur P. Bon, ça nous met quand même. On appuie 2 fois, 4 fois. Ça nous interprète notre entrée plusieurs fois, c'est pas mal. On fait plein de lettres. Et à la fin, voilà, you did kill it by orcs. Ok. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des strings. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très pratique pour se repérer un peu dans un programme, c'est-à-dire où il va. Et quand on va être sur IDEA, en fait, on va pouvoir se repérer un peu. Ah oui, là, c'est là qu'il nous emmenait après avoir échoué. C'est là où il nous emmenait après avoir lancé le programme. Donc là, à ce moment-là, on est au niveau de notre prise d'argument au niveau du file descriptor. Et on peut voir au début qu'il move en fait des valeurs en hexadécimal dans un buffer. Donc dans notre stack EBP, Boyce Pointer, plus var, en fait, c'est des adresses qui sont utilisées. En gros, on utilise l'absolu de EBP en mettant ça, plus une valeur en fait qui va nous le remplir. Donc toujours 4 bits plus loin, parce que notre string fait 4 bits à chaque fois. Donc en fait, on remplit à var 90 plus var 90 qui a ces valeurs-là au niveau, qui a cette adresse-là, ces valeurs-là. Donc il nous fait quelque chose, il nous move notre string Moria, il nous l'affiche, pareil, il refait ça, et ensuite voilà, il call cette fonction-là qui certainement nous fait, je pense que ça va vraiment utiliser s'attarder parce que c'est celle qui gère notre entrée. Mais en tout cas, après, on va ici. Ici, c'est quoi ? Il fait un CMP BP var plus 4. Donc var plus 4, c'est ici. Et qu'il initialise à 0. Pour arrêter de spoiler, en fait, c'est un i, par exemple, qui va être incrémenté. Et en fait, cette petite fonction-là ça va nous servir de boucle et on va retourner à chaque fois qu'on fait une entrée sur notre clavier pour pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, jump back equal, c'est une instruction assembleur qui va nous emmener à cette fonction-là si un flag a été set au niveau de la comparaison ici. Donc, ici, notre A2, c'est pas ici, c'est celle-là. Donc, il va aller là-dedans à chaque fois. Il va bouger avec le reg V, là, vous voyez le reg V, il va bouger notre entrée à l'intérieur. Et il va le refaire à chaque fois. Il va garder non, you're still surrounded by orcs, parce que le flag ici n'a pas été set à true, donc il est toujours en dessous. En fait, il fait un comp de notre valeur à 0xb qui est 12 en hexa, en décimal. Donc, tant qu'on n'a pas 12 caractères entrés, il nous fait tour de boucle. Il rentre ici. Et hop, vous voyez la petite flèche. IDEA, c'est très pratique pour voir ce que fait les fonctions. Donc, il revient ici à chaque fois. Et il nous fait des tours de boucle à chaque fois. Et donc, à un moment, il y a un moment où là c'est un truc, si notre reg v fail, il nous payera et il nous exit en fait, mais il n'y a pas de raison que notre reg v fail. Donc la seule autre possibilité, c'était celle-là. Voilà, c'était à ce moment-là, quand c'est vérifié, quand j'ai bien 12 entrées, il va m'emmener là-dedans, qui va faire des opérations sur notre string et qui va nous appeler une fonction qu'on va garder qui s'appelle call DAB. Donc ça vous fait un peu mal aux yeux, je pense, l'assembleur. Donc on va faire un petit truc, si j'arrive à y retourner. Text view, voilà. On peut avoir cette view-là que je vous avais montré, ou alors celle-là, qui nous met tout le code, sauf qu'on ne voit rien du tout. Donc on va faire un petit truc, mais je ne pense pas que je puisse zoomer, je vais essayer quand même. Sur IDEA, il y a une touche très pratique qui s'appelle F5, qui nous permet d'avoir un pseudo-code. Donc je vais essayer de zoomer. Non, on ne peut pas zoomer, donc pour ceux du fond, il va avoir un peu de mal, donc je vais retourner sur le Graph View tout de suite, mais c'est juste pour vous donner l'idée qu'en fait, IDEA peut générer un pseudo-code qu'on va pouvoir lire plus facilement. C'est-à-dire qu'on aura notre for i inférieur à 0xb, donc notre 12, il fait un reg v notre buffer, et derrière, il va nous afficher des strings. Et sinon, il va appeler la fonction sub DAB, j'aime bien l'appeler DAB. Il va lui passer en paramètre v9, 12,
qui était notre langage de string, et V8. V9, ils sont ici. En gros, comme on n'a pas le nom des variables, on a juste des coordonnées qu'il appelle V quelque chose, avec la taille derrière. Je vais revenir sur le GraphView, parce que c'est un peu infâme, comme ça. Vous ne voyez rien, je suppose. Donc on va dans notre DAB ici, on peut double-cliquer, et on voit notre DAB qui fait pas mal de choses. Des opérations, en fait, là, il remplit des buffers avec des valeurs. Et ensuite, il nous fait une erreur, une cryptographie obfuscation. Sinon, il nous dit d'aller ici, quoi. Et ici, ça va être quoi ? Ça va être en fait plein de fonctions qui vont avoir un rôle, en fait, qui vont faire les opérations sur les strings que vous avez entrés. Parce que je vous rappelle qu'ils passent en paramètres ce que vous avez entré dans le buffer, les 12 caractères. C'était le V. C'était où ? Non, c'était pas celui-là. Bon, c'est pas grave. C'est toujours que c'était V9 qui contient, c'était le buffer qui contient les adresses. Donc, du coup, il va envoyer à plein de fonctions les valeurs de notre buffer et il va faire des opérations avec. Et si on pousse un peu l'analyse, ça va faire un peu mal aux yeux, mais ou alors, je n'ai pas trop envie de vous spoiler. On va en fait aller dans des fonctions de crypto qui sont très, très, très complexes et très, très longues. Si je fais un S5 ici, tout de suite, ça pique un peu plus les yeux, ça. Alors, ça c'est du pseudocode assez difficile à lire. Là, vous voyez pas très bien, je suis désolé. Je ne peux pas zoomer sur IDEA, que zoomer en GraphView. Donc, en gros, voilà, il va faire beaucoup d'opérations sur notre string et à la fin, il va sortir quelque chose. Donc, en fait, le but à ce moment-là, c'est soit de faire une analyse statique de la cryptographie, enfin de l'algo de crypto que vous avez derrière. Alors, comment je sais que c'est une algo crypto, c'est que des fonctions aussi longues comme ça, généralement, ça en est. C'est des sécurités qui sont faites au niveau de ce que vous avez entré. C'est-à-dire que vous rappelez des premières strings qu'on avait vues dans notre programme. C'est-à-dire, si je les retrouve un jour, on va aller directement ici. Ici, GraphView. Toc. Non, c'était pas ici. C'était DAB, excusez-moi. Non, c'était pas celui-là non plus. On ne fait plus où ce que c'était. Bref, il avait commencé à remplir des buffers avec des valeurs. Et en fait, ça, c'était le mot de passe qu'il a lu et qu'il attend. Sauf que vous, quand vous allez rentrer votre string, vous allez break au moment de la comparaison. Qui est, si je le retrouve quelque part par là, Nothing Happens. Non. Ah non, en fait, je suis dans la first keys, excusez-moi. Tout Castle Friend et Influencer. Non, c'est pas là du tout. Voilà, c'était ici. Voilà, là, il avait rempli notre buffer avec ces strings-là. Et il va faire des vérifications à des moments. Et à ce moment-là, si j'arrive à le trouver, parce que c'est un zoom gigantesque. Ah, voilà, c'est ici. Donc, on voit la petite flèche. Good, the orcs are far behind now. Donc, on peut regarder d'où il vient. Il vient d'ici. Il fait un comp 4 de notre BP. Donc, c'est la valeur de notre... enfin, les 4 premiers bits, en fait, de la string qui en fait, après être passé par la routine de crypto, il va comparer les 4 premiers bits avec les 4... avec var4, là. var4, c'était celle qui était déclarée plus haut. Qui était déclarée ici. Et qui sont les 4 premiers bits, enfin, celle-là, qui sont les 4 premiers bits de son mot de passe qu'il attend lui. Ça veut dire que notre string est passé par une routine crypto et le résultat de cette routine-là a dû donner les 4 premiers bits, enfin le hash entier, à la fin ça donne un hash, le hash entier du mot de passe. Donc c'est une sécurité qu'on peut mettre en place, c'est qu'il ne crypte pas son mot de passe à lui, son mot de passe il le met en clair, par contre il crypte le nôtre avec sa routine et ce qu'il a décidé lui, et si ça ne correspond pas, et ben, il va nous verser du programme. Donc, comment on fait ça à base ? Donc, les routines crypto, soit on peut, comme je l'avais dit, faire une analyse statique dessus, ça veut dire la reverse en entier, de regarder quel registre fait quoi, ses activités, et d'ailleurs, on va obtenir un résultat qui peut marcher, sauf que c'est très très long à faire. Soit on fait une analyse dynamique. Dynamique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va lancer le programme, en fait, et on va mettre des breakpoints. Ça veut dire qu'il y a des moments. Des breakpoints, c'est le fait de s'arrêter à une instruction précise. C'est-à-dire que là, au niveau de ma comparaison, par exemple, je peux ajouter un breakpoint. Donc là, en fait, quand il va rentrer dans cette comparaison-là, il va s'arrêter et tout simplement, il va me donner la main. Ça veut dire que moi, je vais pouvoir regarder mes registres à ce moment-là. Je vais pouvoir regarder mon registre BP, ce qu'il contient, qui va contenir normalement mon mot de passe à moi ou celui qu'on veut comparer, je ne sais pas lequel il met dans un buffer avant, et les 4 bits qui correspondent ensuite. Donc il va faire la comparaison, donc on va pouvoir voir la valeur qu'on a nous et la valeur qu'il a lui pour regarder un peu si ça correspond ou ça ne correspond pas. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. En mettant un breakpoint sur GDB, par exemple, on peut afficher le registre et on peut le modifier. Ça veut dire que moi, je vais pouvoir, par exemple, set mon EBP, qu'il attend une valeur précise,
à quelque chose d'autre qui est ce qu'a donné le résultat de la routine crypto. Il attend 1, 2, 3, 4, 5. Moi, après avoir passé par ma routine, ma string, elle vaut, je sais pas, 10 512, donc ce qui n'est pas du tout correct. Par contre, en breakant et en setant le registre 1, 2, 3, 4, 5, je vais pouvoir en fait bypass cette vérification-là et le forcer à faire passer les 4 premiers bits en tant que true et revenir dans la boucle de vérification qu'il fait ensuite pour analyser les 4 prochains bits. Mais faire ça peut marcher, ça ne peut pas marcher parce que voilà, je suis pas le premier à y penser, malheureusement. Et du coup, en fait, il y a des sécurités qui sont mises en place sur les binaires pour empêcher ce type de choses. Par exemple, empêcher le fait de mettre des breakpoints, c'est-à-dire que dès qu'en fait on met un breakpoint, on rajoute en fait un bit sur le programme, et dès que c'est modifié, par exemple, lui, il peut le détecter, il peut te jarter. Enfin, il te stoppe, tu peux plus débugger, tu peux plus le lancer, il fait un kill, il arrête direct le processus. Ou alors, il empêche tout simplement le lancement dans un debugger, parce que c'est possible de regarder si le programme m'était lancé dans un debugger, c'est-à-dire IDEA ou un décompilateur, et tout de suite m'arrêter le programme et m'empêcher de le débugger. Donc des sécurités qui sont mises en place comme ça. Et moi, par exemple, je peux pas. Et si par exemple il y avait des sécurités qui étaient faites en ligne, je ne pourrais pas maîtriser les bits qu'il envoie, les bits que j'envoie moi, donc ça serait un peu plus dur de faire la vérification. Il y a toujours moyen d'arrêter à un moment où on peut voir notre string et la string des autres, mais ça va être très dur de maîtriser ce qu'il fait lui derrière si c'est en remote et si c'est pas sur le programme lui-même. Donc voilà, donc on a notre comp, et voilà. À ce moment-là, on peut soit tricher en faisant ce que je vous ai dit, soit essayer de comprendre cette routine crypto et ce qu'elle fait. Et en fait, le but de challenge, c'est ça, c'est que en fait, c'est plutôt simple. Il n'y a pas de sécurité sur ce binaire. Ça veut dire que je peux le lancer dans GTB, mettre un breakpoint, changer mon registre à la valeur qu'il attend lui. Et je vais pouvoir y accéder sans aucun problème. Alors que si par exemple, s'il y avait des sécurités, je devrais comprendre cette routine crypto pour essayer de voir ce qu'elle fait et générer le bon mot de passe au bon moment. Donc je vous spoilerai pas parce que c'est un challenge assez sympa. Donc ceux qui le voudront pouvoir me le demander à la fin, ou je le mettrai quelque part sur le Slack. Mais il est très intéressant pour maîtriser ces connaissances-là au niveau du reverse. Et bon, j'espère que cet exemple-là peut vous montrer un peu le job qu'on peut faire en reverse engineering et le but de tout ça, quoi. Donc c'est beaucoup d'assembleurs, hein, je vous cache pas, vous allez avoir du mal à faire tous les challenges uniquement avec du F5. Hein. Bon, c'est un truc assez connu, hein, genre sur IDEA, pseudocode, on peut voir un peu le truc. Ça aide beaucoup, hein, pour pas forcément pour créer votre exploit, mais pour comprendre ce que fait le programme en fait. C'est vraiment super. Ça permet d'éviter de bugger 10 ans sur un while, sur un appel à fonction, sur une déclaration de variable. Donc on voit plutôt rapidement ce qu'il fait, on voit les strings, un peu l'organisation du programme, ça permet de débroussailler. Mais généralement, c'est vraiment faire quelque chose d'efficace, il faut taper l'ASM, parce qu'il faut savoir que c'est du pseudocode. C'est pas genre quelque chose qui est généré à partir de votre code assembleur exactement. C'est quelque chose d'abstrait qu'a créé IDEA pour nous aider à mémoire. Donc d'ailleurs, il va pas interpréter le programme et le traduire après. Il va juste, interpréter en exécutant et le traduire après. Il va juste voir ça. Il fait un call machin, il fait un move à ça, donc ça donne à peu près ça. Il y a des erreurs. Ça veut dire que mon programme, il fait pas forcément ça. Et il y a plusieurs traducteurs de pseudocode, il y en a en ligne, il y a d'autres logiciels qui le font, et c'est pas toujours vrai. Ça veut dire que vous allez taffer pendant 4 heures, je dis ça d'expérience, hein, vous allez taffer pendant 4 heures sur un exploit, en fait vous vous rendez compte qu'à la fin, mais non, c'est pas du tout ça, ce if il était pas du tout là, cette variable elle était pas du tout à cette valeur là, donc vous allez perdre votre temps. Donc le seul vrai truc c'est l'assembleur si vous voulez vraiment faire quelque chose d'efficace, et IDEA est là pour vraiment vous montrer toute typologie qu'on peut faire avec, et vraiment montrer les choses assez clairement. Donc on va revenir ici, donc j'espère que ça vous a un peu expliqué ce qu'on peut faire en crypto, et fatigué, ce qu'on peut faire en reverse, et vous montrer un peu comment on peut se dérouler un challenge en reverse, ou alors vraiment le reverse engineering d'une application comme un jeu vidéo, quelque chose d'autre. Avec un jeu vidéo, par exemple, quand vous téléchargez, je sais pas, le dernier GTA, vous voulez jouer, vous téléchargez un crack sur internet, vous le lancez, ça marche. Mais vous n'êtes jamais demandé comment ça fonctionnait derrière, comment le mec avait fait. Tout simplement, il y a forcément un moment une vérification en ligne, une vérification de clé de licence. Et il y a un mec qui a bossé derrière, il s'est donné, et il a fait un patch, il a patché le binaire en lui disant à ce moment-là, tu me sets un flag à true, tu me sets un flag à false, tu me bypasses cette vérification-là, et derrière le jeu il se lance sans avoir passé sans avoir vérifié la validité de la licence ou quelque chose d'autre. Donc c'est pas par magie que vous avez un crack, et c'est pour ça que des fois il y a des cracks qui sont bien faits, il a juste patché le binaire, il y en a d'autres où il vous file quelque chose à injecter à l'intérieur, donc il faut télécharger plein de petits programmes. Donc ça dépend la fainéantise des
des hackers, mais enfin des exploitants, mais en tout cas voilà. Il y a plein de possibilités possibles. Donc, partie suivante, je sais pas s'il y a des questions sur le reverse. Non, tout va bien. Oh, c'est cool. Donc, on va passer sur la partie forensic virus. Donc là, on est passé par la partie côté app system qui est l'exploitation de binaire pour injecter et lui faire exécuter ce qu'on veut. On est passé par la partie reverse qui nous fait comprendre un programme quand il fonctionne et pouvoir un peu l'exploiter un peu comme on veut et soit voler du code ou voler des mots de passe ou voler des identifiants. Et ensuite, on a la partie virus et forensic. Alors, ça parle à certains, ça parle pas à d'autres. Le forensic, c'est quoi? C'est en fait, généralement, c'est un terme assez général, mais dans la sécurité informatique, c'est le fait de rechercher des informations dans des gros fichiers qui peuvent être, qui sont généralement en fait des snapshots de RAM. C'est-à-dire que vous avez votre RAM que vous avez avant, il y a des informations. Quand votre PC tourne, elle contient plein d'informations sur les programmes qui sont lancés, sur les données, sur les fichiers, sur surtout votre OS en fait. Et on peut prendre un snapshot avec des logiciels ou un peu comme on veut et figer en fait l'état de votre RAM à un instant T et faire des analyses dessus. Donc ça donne ça en fait. Je vais passer un peu. Petit spoil. Je vais passer un peu, par exemple, voilà, vous avez un fichier, je sais que vous ne voyez pas très bien, je suis désolé, vous avez un fichier .mmd qui est en fait une stack de RAM, c'est pas lisible, hein, vous pouvez pas le cat, ça va être infâme si vous cattez ça. Mais en fait, il y a des tools comme Volatility qui est vraiment très connu dans le monde du forensic qui va vous permettre en fait de récupérer via soit des symboles, soit des emplacements dans votre snapshot de RAM, soit des adresses, de récupérer des informations et de vous les afficher en fait. C'est vraiment magique. Volatility, c'est que à partir d'un snapshot de RAM, donc un énorme bloc de données de votre RAM que vous avez copié en brut de votre PC, en laissant une commande, en précisant par exemple le type, là il précise, mais en fait il l'a mis, non c'est pas exactement comme ça, il a une commande, mais il l'a mis dans son environnement, mais tu précises le titre de son architecture et lui il va pouvoir lancer des scripts de récupération de données. Donc là on peut voir tous les processus qui ont été lancés sur le PC au moment du prise du snapshot. On peut récupérer les fichiers ouverts. En fait, n'importe quel programme qui à un moment écrivait sur votre RAM, vous pouvez mettre des données, vous allez pouvoir les récupérer. Et en fait, à partir de ça, on peut faire beaucoup d'analyses, et entre autres de l'analyse de virus. Ça veut dire que vous êtes une entreprise, vous avez été victime d'une attaque et vous avez isolé le serveur qui a été attaqué et vous voulez savoir ce qui s'est passé, ce que le virus a fait dedans. Et ben vous allez pouvoir absolument tout récupérer jusqu'au binaire du virus. C'est-à-dire que le virus qui a été lancé, vous allez pouvoir le retrouver sans avoir besoin en fait d'avoir une machine qui tourne, juste avec un snapshot de RAM. Pourquoi? Parce que le code du virus était dans votre RAM. Il était en train de se lancer, il tournait, il faisait ses activités et vous allez pouvoir le récupérer et le regarder juste en le lançant. Donc voyez le processus, vous trouvez votre virus et en fait Volatility va vous permettre de trier toutes les informations que vous voulez pour retrouver ce virus, les activités qu'il a fait dedans et récupérer ses strings, récupérer le binaire. Par exemple, il y a une commande qui fait un stack dump, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est ça, même dump, qui va récupérer par exemple la partie de la mémoire qui vous intéresse. Donc disons que vous avez trouvé votre processus, il était en 0x quelque chose comme ça. Votre processus vulnérable le processus qui était un virus, vous pouvez le même dump et récupérer le virus. En fait, donc vous allez avoir le binaire du virus. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire quoi? Si vous avez le binaire du virus. Voilà, c'est ça. Donc, partie d'au-dessus, reverse le virus, savoir récupérer par exemple récupérer son command and control. Un command and control, c'est quoi? Vous avez le méchant, là. Vous avez le command and control. Et vous avez les différentes victimes. En fait, le méchant, il n'est pas là connecté sur le PC du mec en train de faire les petites opérations comme on peut s'imaginer. Oh, regarde ma webcam, regarde mon truc. Ça existe. Ça s'appelle des rats. On peut faire à peu près ce qu'on veut avec. Mais bon, c'est très, très script qu'ils lisent. Hein. C'est pas très... c'est pas ce qui intéresse les pirates de haut rang, si je peux appeler ça comme ça. C'est pas ce qui les intéresse. Eux, ce qui les intéresse, c'est vos données, c'est ce que vous tapez sur votre clavier, c'est les données sur les données de carte bancaire enregistrées, vos mots de passe Chrome, toutes les choses comme ça. Et donc lui, en fait, il va les récupérer et votre virus, quand il se lance, en fait, et ils ont besoin de sécurité, eux. Ils n'ont pas envie de mettre l'adresse de leur serveur, le mot de passe de leur serveur de récupération de données. Ils n'ont pas envie de mettre tout ça dans le binaire du virus. Parce que justement, si quelqu'un le récupère, en le réversant, ça peut être assez dangereux, ça peut être très rapide. Donc en fait, il va
quand le virus va se lancer, il va aller à un command line control, c'est un serveur qui va lui donner un fichier de config, par exemple, parce qu'il y a plein de meilleurs fonctionnalités différents. Il va récupérer un fichier de config et le virus va se lancer par rapport à ce fichier de config-là. C'est-à-dire, tu m'as donné ça en adresse pour récupérer les informations, tu m'as donné ça en port, tu m'as donné ça en mot de passe, donc du coup, je vais faire ça comme ça. Et en fait, il va le récupérer en étant lancé et il va jamais s'écrire et du coup après il va le lâcher. Donc en fait le var le binaire, on va pouvoir par exemple soit le débugger le reverse comme je l'ai dit, soit le débugger en breakant un moment pour récupérer l'adresse Java Run Control. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on pourrait récupérer plein d'informations de l'attaquant, des IP, ce que fait le virus, ce qui a été codé dedans, le nom des fonctions. Donc voilà, pas mal de choses comme ça. Donc beaucoup d'informations. Donc ce qui est un peu mon travail d'ailleurs. Donc vous pouvez vraiment avoir beaucoup de données juste avec un sample, on appelle ça un sample de virus. Donc, je vous avais parlé des voilà, les gens peuvent avoir des a priori par exemple sur la sécurité informatique. Je sais que par exemple la première conf qui avait été donnée par l'ASN, c'était une des phrases qui avait été à l'intérieur, c'était comment craquer un réseau Wi-Fi. Alors j'espère que maintenant, quand je vous ai montré tout ça et que Anthony vous a expliqué, la sécurité c'est pas juste utiliser un tools pour craquer un Wi-Fi, faire quelque chose, c'est vraiment comprendre comment marche le programme, faire les différents types d'exploitation dessus et avoir une vision beaucoup plus globale de la sécurité informatique. Par exemple, vous n'allez pas juste télécharger un virus, hop, et imaginons que voilà, vous n'allez pas juste télécharger un virus, vous avez votre virus, c'est un rat en plus. Vous allez pouvoir contrôler le PC de votre voisin, vous allez sur un site du DIP, vous payez un packer pour rendre votre virus FUD, bien sûr, sinon c'est pas drôle. FUD, ça veut dire Full Undetected. C'est ce qui permet à un virus de ne pas détecter par les antivirus. Vous allez payer 5 € pour crypter votre petit virus. Et derrière, vous allez l'envoyer et vous êtes un hacker. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est du script qu'ils disent. Et pouvoir comprendre comment fonctionne un virus derrière, c'est beaucoup plus difficile et c'est beaucoup plus compliqué que simplement télécharger un outil, le paquer en payant 5 € et faire des opérations dessus. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne un peu le monde du virus et le monde de la sécu. C'est un peu plus complexe. Il y a des personnes que ça peut moins attirer parce qu'il va falloir bosser, il y a pas mal de connaissances à avoir, mais ça reste de toute façon beaucoup plus intéressant que récupérer des choses déjà faites et être un simple pirate en fait. C'est beaucoup mieux d'apprendre par soi-même et essayer de créer ses propres exploits et exploiter les propres vulnérabilités que simplement voler des virus ou du code ou n'importe quoi, voler des exploits. Je vais finir sur une partie cryptographie. Donc ça c'est une partie que j'avais fait il y a longtemps. Donc du coup j'ai pas eu à bosser sur la crypto, c'est pratique. Donc je vais passer rapidement sur les slides. C'est simplement pour vous donner un peu la place de la crypto dans la sécurité informatique parce que n'empêche elle a une très très grosse place parce que n'importe quel logiciel que vous utilisez à l'heure actuelle, que ce soit Spotify, Google, tout comme ça, ou de la crypto à l'intérieur, elle est partout la crypto. Elle sert de sécu, elle sert de rester anonyme, c'est plus simple à dire. Donc voilà, il fait plein de choses. Donc on a différents types d'algorithmes de crypto. Alors, vous me dites, dans la place de la crypto dans la sécurité informatique, ok, c'est bien, ça sert à sécuriser des informations, à se connecter, des trucs comme ça, pour certains qui connaissent, mais je peux pas faire de challenge dessus, je peux pas m'entraîner dessus. Eh ben si, en fait. Parce que y a des failles absolument partout. Alors que même dans la crypto, qui est simplement des algorithmes mathématiques, il peut y avoir des failles. Oui, il y a des failles et elles sont exploitables. Donc je vais présenter les différentes algos et ensuite vous dire ce que vous pouvez faire dessus. Donc tout le monde connaît décalage César, ROD 13, ROD 42, ROD 42 qui n'est pas vraiment ROD 42. Donc c'est le fait de décaler des lettres. Donc ça c'est niveau mauvais. Faut pas utiliser ça pour cacher vos données. Vous allez, je suis vraiment par substitution. Ça veut dire que vous allez par exemple, un alphabet et vous avez par exemple, j'aime pas cet exemple, c'est mauvais. Vous avez une phrase qui dit bonjour par exemple, et là vous allez mettre un alphabet en dessous, un alphabet vraiment dans l'ordre, parce qu'il y a une différence entre mettre un alphabet et mettre d'autres mots par exemple, et vous allez additionner la valeur de la lettre qui est en dessous. Par rapport à l'alphabet à votre string. Ça, c'est même le mauvais ordre. C'est ouf, j'ai mal fait les choses. Et donc vous allez additionner ces valeurs de caractères dans l'alphabet. Donc c'est la position 13 plus la position, 26. Et bien ça va vous donner une nouvelle position, une nouvelle lettre. Et donc du coup, ça va vous donner quelque chose de carré. Donc tu additionnes le O avec la position du O et du A. Ça va vous donner une nouvelle lettre en fait, une nouvelle valeur. Donc c'est pas hyper sécu, mais c'est quand même un peu mieux que le chiffrement par décalage César. Pour être polybe, c'est juste pour la culture G, c'est pas hyper intéressant, mais je trouvais ça marrant, je voulais la mettre. En fait, j'en ai découvert encore une autre avec le carré de polybe,
mais que je mettrai peut-être plus tard. Donc vous avez un carré de 5 par 5. Ah, shit, ça fait 25, il y a 26 lettres. Bon bah on triche, hein, voilà. On met des lettres ensemble ou alors on enlève le Z, ça dépend. Il y a différents types de carrés de polybe, mais généralement ça marche comme ça. Donc ça veut dire que vous voulez faire votre string, vous faites hello qui est en H, qui est en 3-2, voilà, 32. Faites qui est en 5-1. Bon, on va pas faire la suite, vous avez compris le principe. Et à la fin ça donne ça. Donc imaginons vous voulez parler avec votre voisin ou n'importe où, vous voulez envoyer ça. Bon, un mec extérieur il voit ça. Il pense pas au polybe. Hein. Alors, c'est possible de retrouver. Hein, c'est possible de retrouver. Alors, c'est vulnérable, hein, tout ça. Juste avec des attaques par brute force, par récurrence et tout. Par exemple, on sait que c'est une combinaison de 2 chiffres, hein, tout le temps, pour chaque lettre. Donc, on peut regarder. Ah, j'ai quand même beaucoup de fois 31. Non, faire un truc bien. Il y a beaucoup de fois 51, dis donc, dans la phrase que j'ai envoyée. 51, par exemple, avec une analyse de fréquence, on sait que E, c'est la lettre la plus présente dans l'alphabet français. Et ben on va pouvoir récupérer les lettres par fréquence ensuite dans la phrase et retrouver la phrase ensuite. Ça va pas être la lettre près, hein, il va y avoir des erreurs. Par exemple, une phrase qui va contenir plus de B que de P, alors que généralement le P est plus fréquent dans l'alphabet français que le B. Et ben on va faire une erreur, mais généralement par analyse de fréquence sur les longs textes, même textes moyens, c'est très efficace pour craquer ce type d'algorithme. Ensuite, on a le chiffrement Wigner qui en fait est très très simple, mais qui est en fait, ah ouais, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. Qui est en fait un des algos les plus sécurs en même temps, même en étant très très simple. Là, c'est très facile de craquer ça. Pourquoi ? Parce que ma clé, en fait, c'est OP. Donc, c'est 2 lettres que je répète, en fait, sans cesse, en dessous de mon texte à chiffrer. Donc, pareil que pour l'autre algo, tu additionnes la valeur de ça à celui-là et ça donne un U. Alors, pourquoi c'est en même temps pas sécu là et c'est un des algorithmes les plus sécu? Parce qu'en fait, si je mettais par exemple une clé, on appelle ça un one-time padding, ça veut dire que c'est une clé qui va être utilisée une fois dans votre vie, qui est de longueur infinie et qui n'existe pas en dupliqué. Ben en fait, c'est impossible de retrouver le texte parce que il n'y a pas de répétition. Parce que si on trouve la longueur de la clé, on va pouvoir dire, ah par exemple, tous les 6 comme ça, la clé se répète. Donc je peux encore faire une analyse de fréquence comme je l'ai expliqué juste avant. Et bien là, en fait, on sait que par fréquence des lettres, en fait, on va pouvoir peut-être retrouver la longueur de la clé grâce à des attaques qui sont dessus. Et alors que si la clé est infinie et si elle est unique, ben c'est presque impossible. C'est impossible de retrouver le mot de passe initial. Sauf si, bien sûr, ce texte-là infini, par exemple, a déjà été généré ou a été pris quelque part. C'est quelque chose qui doit être généré aléatoirement et qui ne doit pas être réutilisé. Et là, vous avez un one-time padding qui est impossible à retrouver. Donc, c'était donc des chiffrements c'était polyalphabétique. Pourquoi ? Parce que c'est pas un alphabet dans l'ordre que vous avez en dessous. Il peut y avoir plusieurs fois la même lettre. Ça peut être des phrases, ça peut être des mots, ça peut être n'importe quoi. C'est un chiffrement par substitution. Parce que vous changez une lettre par une autre en l'additionnant. Et ensuite, vous avez les chiffrements asymétriques ou symétriques. Un chiffrement asymétrique symétrique, c'est très simple. Hein. Symétrique, ça veut dire que la clé pour décrypter votre message est la même pour la crypter. C'est-à-dire que là, j'avais mis mes OP. J'ai mon message crypté. Bah, si je chiffrais OP, je retourne sur mon message en clair. Donc la clé pour déchiffrer est la même que pour la chiffrer. Et en fait, les chiffrements asymétriques, c'est ça l'astuce, c'est qu'en fait, la clé pour décrypter n'est pas la même que pour crypter. Et c'est plutôt pas mal. Parce que du coup, si quelqu'un se rend à sa banque avec une valise et la clé, parce que c'est la même clé, c'est symétrique, et ben hop, il va aller voir son banquier avec sa petite clé et sa petite mallette. Et là, il y a un mec qui arrive au milieu, il lui casse la tête, il lui prend sa valise, et du coup, il a la clé, il peut l'ouvrir. Donc, parce que c'est un chiffrement par symétrique. Et bah, mince alors, j'ai perdu toutes mes données. Alors qu'en fait, s'il était juste avec un cadenas que lui avait donné la banque, pourquoi la banque lui a donné, on va voir ça après, et c'est la banque qui a la clé. Il n'y a que la banque qui veut le décrypter. En fait, la banque lui a donné en termes de clés privées et clés publiques, il lui a donné sa clé publique. Donc tiens, voilà, ça c'est ma publique, tout le monde peut l'avoir, tu cryptes les messages avec, et moi t'inquiète, de mon côté j'ai ma clé privée, je peux la décrypter avec. Donc c'est plutôt sécu comme méthode, parce que c'est du RSA, et du RSA c'est utilisé absolument partout. Donc voilà, quelques petits chiffres assez marrants. Pour une clé RSA de 1000 bits, donc on parle bien de clé privée, votre clé privée, voilà,
elle a des opérations qui est faites dessus. Quand un message est encrypté et qu'à la fin il fait 1000 bits, voilà, c'est à peu près le nombre de possibilités que vous avez. Après, c'est pas infaillible. Hein. Je vous dis qu'un des drivers les plus sécu, c'était celui juste d'avant avec du one-time padding. Et du RSA, c'est pas plus sécu, c'est plutôt moins sécu et c'est aussi craquable à différents types d'attaques qui ont été trouvées. Je vais un peu revenir sur les RSA pour expliquer comment ça fonctionne parce que c'est toujours intéressant. Et la dernière clé craquée, c'est 728 bits. Alors, il y en a qui vont qui vont traiter de menteur, qui vont dire non, c'est du 1200, 1300 bits. Alors, sûrement, hein, je me suis pas renseigné, mais voilà, c'est à peu près là où on en est actuellement. Mais il y a des techniques pour craquer des clés beaucoup plus longues. Il y en a une qui était faite et je crois qu'à une époque, craquer une clé de 768 bits, c'était rémunéré, ou même moins, c'était rémunéré à chaque fois qu'on craquait une clé RSA de cette longueur-là. Donc, voilà. Donc pour générer une clé en fait, je vais passer sur l'explication des algorithmes, hein, vous pouvez le voir vous-même, enfin vous le verrez vous-même, c'est vraiment pas très compliqué. Je vais juste expliquer un peu le principe et donner 2-3 stats. C'est donc on a deux nombres premiers qui sont très 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 grands, qui peuvent être genre 150 bits, 200 bits de longueur. Et ces nombres-là, on va les multiplier entre eux. Et ça va donner un très très gros chiffre, vraiment gigantesque. Et ce très gros chiffre, en fait, après, il va nous servir de facteur. Donc, on va faire les opérations dessus sur notre texte à crypter en fonction de ce chiffre-là qui était fait et d'un modulo. Et en fait, ce très gros chiffre-là, si on retrouve PQ, en fait, en faisant des opérations sur l'équation, on peut retrouver le message qui était crypté grâce à ce facteur, grâce à ce chiffre-là qui a été multiplié. Et en fait, vous verrez l'algorithme le précisément un peu plus tard, mais on a deux nombres très grands qu'on multiplie entre eux. C'est très facile de faire ça, multiplication, tout le monde sait le faire. Mais par contre, derrière, factoriser, ça veut dire retrouver les deux multiples qui correspondent à notre clé. Parce qu'en fait, P et Q, ça donne un grand nombre, mais on réutilise P et Q après. C'est pour ça que c'est très important de les avoir. Ça va donner un très gros chiffre. Et ces très gros chiffres-là, pour retrouver P et Q, c'est impossible. Enfin, c'est très très long. Ça demande des outils. Il y a des techniques mathématiques pour les retrouver. Mais par exemple, en termes de stats, c'était en 2011 ou 2012. C'est pas très parlant parce que depuis, il a fait beaucoup plus. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais vous vous renseignerez. L'ordinateur quantique de Google, le plus gros nombre qu'il a réussi à factoriser, donc en passant par... Pas en fonctionnant comme un humain, il faut bien se représenter ça. Le plus gros chiffre qu'il a réussi à factoriser, c'était 143. C'était 11 fois 13. Alors nous, tu nous donnes 143, on le fait en 3 minutes chrono. Mais en fait, non, parce que l'ordinateur quantique de Google, ça doit marcher pour 143, mais ça doit marcher aussi pour les chiffres qui font 400 bits, 500 bits de longueur. Donc, c'est des optimisations d'algorithmes qui sont gigantesques. Et 143, en passant par tous ces algorithmes-là, il a réussi à trouver 11 fois 13 et à factoriser ce très grand nombre-là en deux nombres premiers, en fait. Et on avance. C'est des techniques d'attaque qui sont plus récentes. Par exemple, la tête de Wiener. Voilà, si l'exposant D, un exposant en fait qu'on rajoute ensuite qui presque toujours la même valeur mais qui peut changer, s'il est trop petit, on peut retrouver en fait la clé privée avec des fractions continues. C'est-à-dire que vous verrez, il y a des challenges un peu près partout sur cette attaque-là qui est assez connue. On peut retrouver les P et Q ensuite juste en connaissant ça. Les timing attaques aussi, c'est très simple. C'est par exemple, vous faites pas de chiffrement. Par exemple, vous pouvez le fait de chiffrer un texte avec du RSA, ça a du temps. D'envoyer un message, ça a du temps, se connecter, ça a du temps. Et en fait, si ce temps-là n'est pas fixe, s'il est par rapport à la longueur de la clé, eh ben vous allez pouvoir en fait retrouver des informations et retrouver des données en fait juste avec le temps d'encryption qu'il met. Plus votre clé est longue, plus ça va être long, et si c'est pas fixe, genre à 1 seconde ou à 2 secondes en fonction de, donc ça met, vous pouvez retrouver les informations et craquer cette clé-là. Voilà. Ensuite, un peu de social engineering, c'est très rapide, hein, c'est juste un peu c'est une partie de la sécurité qui est assez importante, c'est-à-dire que quand vous faites un pentest dans une entreprise, vous voyez le côté technique, l'état des serveurs et tout, mais vous voyez aussi l'état des employés. C'est-à-dire qu'en fait, la plus grosse faille de votre boîte, c'est votre mec à la compta qui a sa petite clé USB sur lui, qui rentre chez lui et il fait tomber par terre. Ou alors, il trouve justement une clé USB qui était par terre. Bah tiens, chérie, trouve une clé USB aujourd'hui, il branche, petit virus, espionnage industriel, il se fait choper toutes ses données de compta et il fait absolument plus rien. Donc voilà, je trouve ça un peu intéressant de parler de social engineering. Donc là, c'est au niveau des mots de passe. C'est-à-dire que voilà, vous avez un nouveau cheval appelé Chocolat, et, sauf que c'est votre match de chocolat parce que vous l'adorez, votre cheval. Et généralement, les mots de passe, c'est un peu ça, c'est la date de naissance. Il y a beaucoup de
Par exemple, moi je pense au mot de passe de ma banque, voilà, je vais parler de ça, qui demande 6 chiffres. 6 chiffres, il faudra mettre ma date de naissance. Il y a beaucoup de personnes, pas moi, vous pouvez, n'essayez pas, beaucoup de personnes qui vont se dire ah mais tiens, 6 chiffres, c'est facile à retenir, ça je vais mettre ma date de naissance. Et qui ne pensent pas forcément à la sécurité, qui ne pensent pas vraiment au fait qu'ils peuvent être vulnérables. Donc du coup, ils vont mettre leur date de naissance, tout comme ça, leur hobby, leur passe-temps, genre, ou alors votre chérie, vous l'adorez, vous mettez son prénom partout, et vous pouvez, vous êtes vulnérable à les attaques sur social engineering et de guessing, quoi. Et donc vous pouvez voler son identité. Donc voilà une liste des passwords pour ceux qui n'arrivent pas à lire. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 qui a pris 17 places par rapport à l'année précédente. C'est pas mal, moi j'aime bien. Vous n'avez pas Azerty dans la liste, donc Azerty est sécurisé. Il n'est pas dans les top 25 mots de passe les plus vulnérables du monde. Donc vous pouvez utiliser Azerty, il n'y a pas de souci, parce que on est français, on n'utilise pas le même clavier que les autres. Donc voilà. Donc QWERTY, 1, 3, 4, 5, baseball, beaucoup de fans de dragon, football, enfin vous pouvez vous amuser sur la liste de ces mots de passe là. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc pour finir un peu les différentes attitudes à avoir. Alors, je n'étais pas là pour faire une prévention de la sécurité, plus pour la présenter, les différentes parties. Mais voilà, c'est des attitudes à avoir un peu basiques quand vous travaillez pour une boîte, quand vous êtes pour une entreprise ou quand vous faites quelque chose. C'est des... voilà, vous n'allez pas envoyer la base de données en clair aux emails aux clients. Vous allez mettre un SSL, vous allez utiliser... des frameworks à jour pour gérer vos requêtes SQL, du multifactor identification, pas simplement un SSO basique. Il y a plein de méthodes comme ça, même si le SSO est plutôt sécu. Plein de méthodes comme ça pour la sécurité de vos données. Donc voilà, le but c'était un peu vous montrer les différentes parties, le côté forensique, faire un petit rappel qui est l'analyse de data, le côté cracking qui est le fait de reverse un binaire en statique ou en dynamique pour choper les informations et l'exploiter ou bypass des choses à l'intérieur. L'AppSystem qui est l'exploitation de binaire qui va vous permettre de lancer d'autres choses par rapport au droit du binaire. Ah oui, parce que je n'ai pas précisé ça, mais je vous avais dit, l'AppSystem, vous pouvez modifier quelque chose, mais en fait, par exemple, vous êtes un utilisateur lambda et un programme qui tourne en route, je ne sais pas, un programme tout bête, je sais pas, vous avez PowerPoint, j'avais dit PowerPoint qui tourne en route sur votre PC, parce qu'il a eu des droits spéciaux. Si vous craquez PowerPoint et arrivez à lui injecter des données comme je vous les mets à un shellcode ou ça comme ça, en fait il va exécuter le code que vous lui avez passé et le shellcode va hériter des droits de PowerPoint et pas de votre utilisateur à vous. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Donc voilà, et il y avait le côté web que vous avez présenté, Anthony, vous pourrez avoir toutes les précisions sur les slides après, mais pareil, ouais, ça commence à être de beaucoup plus présent de par les bug bounty ou les différents programmes qu'il peut y avoir pour nous inciter à augmenter votre sécurité. Et voilà, c'est un domaine très vaste qui est très intéressant, on en apprend tous les jours. Et se spécialiser dans un domaine, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien le malware et je ne me connaissais pas forcément beaucoup avant, donc je suis allé dedans parce que c'était vraiment sympa comme domaine. Vous avez plein de domaines différents dans la sécu. Et le fait de pouvoir toucher à tout, moi j'aimais bien, c'est que vous n'avez pas une étiquette développeur web, vous n'avez pas une étiquette développeur Java, vous faites ça pendant 10 ans avant de vous dire ah ben non, en fait, j'aime pas ça, je vais faire autre chose. Ça permet de vraiment avoir une vision sur tout, la sécurité info, et donc on avait pas mal de possibilités. Voilà. Je la bouge très sèche. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des requêtes à faire sur un peu les différentes parties de la sécurité informatique, les métiers qu'il peut y avoir, et les possibilités ensuite, ou les études? Ouais, Anthony, un micro? Ah, nice. Du coup, ouais, tu nous parles de tous les métiers qu'il y a dedans. Du coup, qu'est-ce qu'il y a plus concrètement comme métier différent dans cette branche? Comme métier, alors ça dépend si on veut être, par exemple, plutôt quelqu'un qui va s'occuper du système d'une boîte, qui va faire des attaques ou qui va plutôt travailler dans la défense. Donc il y a des grands types de métiers. Ensuite, il y a des métiers d'analyse. Ça veut dire que vous avez, par exemple, des binaires comme ça. Vous faites de la review de code, vous faites du pentest d'application pour l'entreprise pour qui vous travaillez. Vous pouvez être pentester indépendant, c'est-à-dire que vous faites des tests sur des sites ou des contrats avec des entreprises. Vous pouvez être malware researcher ou malware analyst en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez, je fais tous les métiers en tête comme ça, mais disons que il y a
des métiers où vous êtes plutôt attaquant, des métiers où vous êtes plutôt en défense, mais ça, c'est pas extrêmement parlant comme nom, mais vous allez toucher à plein d'applications différentes et toucher à plein de technos différentes aussi à côté, quoi. Donc, voilà. C'est pas extrêmement précis comme avant, je suis désolé, mais je crois qu'il y en avait là. Tu nous as dit que tu bossais là-dedans, tu fais du pentest. Non, alors moi, je travaille dans la sécurité informatique, mais je suis dans le malware. Okay. Ça veut dire que je m'occupe très grossièrement de récupérer des données de malware, c'est-à-dire que les activités qu'ils peuvent avoir pour en fait faire de la data dessus et les utiliser pour des technologies de filtre, des technologies de prévention, des technologies de protection d'utilisateurs avec toutes les activités que peuvent faire des malwares dedans. Parce que j'aime bien cette partie-là. Ok, voilà. Du coup, au niveau d'une entreprise, comment tu prouves tes compétences? Tu passes des certifications en ligne? Ah oui, c'est une très bonne question ça. Alors il y a beaucoup de certifications qui sont proposées en sécurité informatique. Ça peut être certification web, ça peut être certification applicative, réseau, certification crypto. Ces certifs-là sont chers, plutôt très chers. En tout cas, celles qui sont reconnues dans le monde entier sont aux alentours de entre 1200 et jusqu'à 7000 euros, 8000 euros pour la formation et la certification derrière. Ces certifs-là, il y en a, celles où tu payes 8000 où il n'y a pas de test à la fin. Tu payes simplement pour avoir le papier. Et tu en as qui sont à 1000, 1200, 1500 où tu as un test à passer, ça va dépendre de la certif. Je pense à CEH, certification d'ethical hacking, ou l'OSCP, c'est Open Security, je sais plus, Offensive Security. Bref, c'est une certif de sécu assez globale qui va englober tout. C'est pas ciblé web, ou c'est pas ciblé app system, ou c'est pas ciblé cracking, qui va être à 1100, 1200, mais à la fin, le test c'est 24 heures, 5 machines à compromettre à la fin. Donc, c'est en fait, ils vous vendent 1000 euros la certification, mais en fait, à 1000 euros, vous achetez le cours et le test à passer, c'est 50 euros. Sauf que vous pouvez pas passer le test si vous n'osez pas acheter le cours. Ils sont malins. Et le test à 50 euros, c'est si vous le ratez, pour le réessayer autant de fois que vous voulez. Mais il faut acheter le cours avant. Voilà, donc en fait, si vous avez déjà travaillé dans la sécurité informatique avant pendant 10 ans, 20 ans, vous voulez avoir la certif parce que vous ne trouvez plus de taf ou la boîte demande une certification, et ben, ils vont vous forcer à acheter le cours, mais en fait, vous n'en avez pas vraiment besoin, donc vous allez devoir d'abord acheter le cours et ensuite faire passer l'examen, quoi. Donc voilà. Deuxième question. Ouais. Tu as fait des challenges. Ouais. Tu as suivi la branche sécu de 42, tu fais autre chose aussi? Oui, en fait, moi j'ai commencé par les RootMe et en fait, j'ai découvert plein d'autres sites. Il y a vraiment énormément de sites de challenges différents. Je me suis vraiment défoncé sur RootMe. C'est-à-dire que j'ai fait presque toutes les sections et beaucoup de challenges. Et ensuite, je vais vers d'autres sites qui sont peut-être plus ciblés, plus guessing, où tu as par exemple des types de challenges différents. Sur RootMe, c'est très pédagogique, c'est-à-dire que ça va être une faille à compromettre qui est connue avec un indice, alors qu'il y a d'autres sites où tu es là, un binaire, tu sais pas le thème du truc, tu sais pas ce qu'il faut faire. Et non, sinon à côté, en fait, automatiquement, quand on apprend des choses comme ça au niveau de la sécurité web ou au niveau de la sécurité des binaires, on va alors s'intéresser à appliquer un environnement réel. Donc on va commencer à toucher à peu près à tout. Donc pareil à ce niveau-là, il y a pas forcément en parler tout de suite, mais il y a des précautions à avoir. C'est que vous ne pouvez pas attaquer n'importe quoi, n'importe qui à n'importe quel moment. Il y aura des conséquences, que ce soit au niveau juridique ou des conséquences au niveau de votre compte en banque qui va être crédité. Et du coup, voilà, il y a plein de possibilités après derrière, donc que ce soit en faisant soit du bug bounty, soit des CTF. Je pense que ça parle à pas mal de gens, c'est des espèces de compétitions de hacking sur une durée limitée avec des challenges plus compliqués que les challenges que vous pouvez retrouver sur les sites normaux, soit voilà, des petits challenges comme ça ou simplement de la recherche et de la prise d'information. Voilà. Des questions? D'autres questions? Oui. Et, en fait, comme 2014, vous n'avez pas un parcours pré-stabilis, c'est ça, par rapport à 42? Du coup, tu as pu faire un RootMe avant de faire 42SH, par exemple. C'est ça. C'était plutôt je vais regarder la petite histoire, c'était plutôt un hasard que je tombe sur la sécurité informatique. Ça veut dire que, comme j'avais dit, je m'intéresse à peu près à tout, l'infographie, Unix, algorithmie. Et en fait, les chaussures RootMe sont sorties et il n'y avait pas eu ces histoires de branches que vous avez. Vous êtes obligé de vous taper toute la branche Unix pour pouvoir faire RootMe. Et en fait, il fallait un truc, il fallait libftasm que j'avais fait parce qu'on me l'avait conseillé sur sa rapidité d'exécution et qui était un tier 2, donc c'est free, c'est free, go. Donc c'est libftasm. En plus, c'est intéressant parce que
c'était un peu mystique, le fait de toucher à l'assembler. L'assembler, dans les discussions de jeunes développeurs, c'est oh là là, l'assembler, c'est le plus dur langage du monde. Oh là là, il faut développer dessus. Non, non, l'assembler, tu développes pas dessus. Enfin, tu peux développer dessus. Il y a les malades mentales qui le font. Ils ont fait un jeu d'ailleurs dessus. Je sais plus comment s'appelle le jeu, mais en fait, c'est jamais plus optique de développer en ASM directement que faire du C et laisser ton compilo faire le travail parce qu'il le fait très très bien le travail. Être honnête. Donc voilà. Donc j'avais fait la LibFT ASM et c'était la seule condition requise pour s'inscrire au RootMe. Donc je me suis inscrit au RootMe et un peu comme ce que je fais là avec vous, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont présenté la Sécu, qui m'ont un peu boosté au début. Donc surtout dans le côté Apsys et j'ai pu vraiment avoir une espèce de formation hyper accélérée en quelques jours sur comment marchait ce côté-là de l'informatique et j'ai pu vraiment après ensuite me développer dans beaucoup de parties de la sécurité et m'intéresser dans ça. Voilà. Mais du coup, ma question était est-ce que ton premier stage a été dans la sécurité? Non. Et à toi, Anthony, aussi, en fait? Alors, mon premier stage n'a pas été dans la sécurité parce que c'était justement plutôt après avoir... c'était récent après que j'ai découvert la sécurité informatique et vous allez avoir honnêtement beaucoup de mal à trouver une entreprise qui vous prenne en stage alors que vous n'êtes pas en fin d'études dans la sécurité informatique. Ça va être assez compliqué. Après, c'est possible en fonction de ce que vous leur apportez, ce que vous leur proposez, quoi. Donc voilà. Et Anthony ? Ouais, non, mais c'est sûr que pour trouver un stage dans la sécurité informatique, en tant que premier stage, il faut vraiment, il faut quand même assez, il faut de quoi montrer derrière. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, un profil HackerOne qui serait un peu fourni, un profil RootMe, ça aide pas mal. Il y a aussi SysDream qui recrute des fois des stages pour la nuit du hack. Tous les ans, normalement, ils prennent des stagiaires, donc il y a quand même moyen, mais il faut s'accrocher. C'est vrai que. D'autres questions ? J'ai une question par rapport à la place du machine learning dans la sécurité informatique. C'est beaucoup utilisé ou... Bonjour, quelqu'un a fait du machine learning ici ou pas ? Pour répondre à notre jeune ami. J'en fais. J'en ai aucune idée du machine learning. Après, moi je sais que par exemple, les données que je récupère dans le cadre de mon stage peuvent être utilisées dans le cadre du machine learning. Mais la place que ça peut avoir, je n'ai pas comme ça vraiment, mais je pars du principe que la sécurité informatique, ça peut être du piratage. Du piratage, je peux parler de piratage de données. Et derrière ces données-là, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire que juste avec une base de données des emails des clients, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, si les emails sont basés ou ont été pris sur un forum de personnes qui adorent les chats, et par exemple, vous allez pouvoir faire des attaques très ciblées sur ce type de personnes-là en leur proposant un chat persan roux à 50 €, alors que ça coûte beaucoup plus. Voilà, l'attaque ciblée, mais du machine learning par rapport à ça, il faudrait beaucoup de quantité de données et je vois pas trop la place qu'elle peut avoir. En tout cas, je la connais pas en tout cas. Et si quelqu'un veut répondre, libre à lui. Voilà. D'autres questions ? C'est à vous. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre présence. Si vous avez des questions, vous savez où me contacter sur Slack. Et généralement, j'enverrai le PDF de la conf ainsi que le binaire. Vous avez vu que je vous ai présenté un reverse. Et je ferai sans doute une conférence, cette fois-ci sur un sujet ciblé, que ce soit le reverse, le cracking, le forensic ou d'autres choses. Ce sera peut-être pas une conf, ça sera peut-être un atelier. Ce sera un peu plus privé. On pourra vraiment discuter et apprendre autour d'un sujet précis. Mais en tout cas, je vous mettrai tout ça sur le Slack et toutes les informations sont sur le forum. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. En tout cas, je vous remercie et bon apprentissage à vous.